Donc, nous continuons sur une série de communications sur la chirurgie urologique mini-invasive. Le professeur Georges Fournier de Brest va nous parler du traitement actuel de l'hypertrophie bénigne de la prostate par laser. Et notre commentateur est le professeur Bertrand Doré. Monsieur le Président, chers collègues, merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir à l'Académie de chirurgie. J'en suis très honoré. Et pour un sujet aussi qui est un sujet qui est le traitement de l'HBP, que tout le monde connaît finalement, même en étant non urologue, tant c'est fréquent et tant le passé a montré qu'un certain nombre de chirurgiens qui n'étaient pas urologues traitaient aussi l'HBP. Alors, le laser dans l'HBP, finalement, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et pourquoi? Parce que le nombre d'actes, vous voyez ici sur des statistiques de 2010, est très éloquent. Vous avez plus de 60 000 actes de traitement de l'adénome prostatique, majoritairement par résection, et l'autre partie étant par voie chirurgicale pour les volumineuses adénomes. Alors pourquoi changer, puisqu'on est dans un monde où tout va bien en principe, et depuis longtemps d'ailleurs? Eh bien la raison c'est que ça ne va pas si bien que ça en vérité. Ça ne va pas si bien que ça. Bien sûr, les patients s'en sortent, personne ne meurt beaucoup, mais en fait, il y a quand même une certaine morbidité. Quelle est-elle? Eh bien, c'est la morbidité. Alors, elle est différente, bien entendu, selon qu'on c'est une résection endoscopique ou une adénomectomie, en particulier pour le saignement, avec des taux pour les adénomectomies qui vont jusqu'à 20% dans certaines statistiques. En gros, ils sont entre 7 et 14% de transfusion dans les voies chirurgicales hautes, même si ça a changé avec la célioscopie maintenant. Et puis, un peu moins pour la résection, bien entendu. Mais la résection, ça reste inconfortable, avec des durées de sondage qui sont, vous allez le voir un peu plus loin, assez significatives toujours. Les durées de sondage et d'hospitalisation, c'est un problème, c'est inconfortable, c'est d'un coût élevé. Et vous voyez les chiffres, les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, vous connaissez ça, c'est la sévérité, c'est les comorbidités. Eh bien, regardez les chiffres où nous sommes en jours pour une résection endoscopique niveau 3 et 8,7 jours d'hospitalisation. C'est donc énorme au jour d'aujourd'hui. Et ce sont des chiffres récents. Alors ici, c'est juste pour montrer qu'une résection endoscopique, c'est anodin, oui, mais pas tant que ça, puisque quand le volume augmente, vous voyez, la morbidité augmente, et je vous renvoie ici, vous voyez, à la mortalité qui n'est heureusement pas importante, le TURP syndrome non plus, mais les transfusions, on arrive jusqu'à 9,5% pour des prostates. C'est une série qui compose plusieurs milliers de patients et qui n'est pas très ancienne, comme vous le voyez, de 2002-2003. L'adénomectomie chirurgicale, eh bien, on peut la décliner de trois façons. OSP, c'est en ouvert, classique. LSP, c'est en laparoscopie, et en robotique, vous l'avez, et c'est RLSP. Vous voyez ça dans le tableau. Eh bien, oui, la souris est là. Eh bien, vous voyez les durées d'hospitalisation, c'est ça qu'il faut regarder. Elles diminuent au fur et à mesure qu'on fait de la célioscopie, mais les durées de sondage, regardez, pourtant on est en robotique, 1,3 jours d'hospitalisation, 13 jours de sonde, ce qui veut dire que quand on ouvre une vessie, pour en enlever l'adénome, eh bien, on est toujours dans des situations où on a une morbidité et un inconfort. Alors, HBP et laser, nous y sommes. C'est une vieille histoire en fait, lenteur, traitement incomplet, trouble mictionnel irritatif. Voilà ce qu'on m'a dit quand je me suis intéressé à ça. On m'a dit bah, c'est mauvais, de toute façon, on le sait depuis longtemps. Mais ce qui est incontestable, c'est que ça fait bien l'hémostase. Et ça, c'est depuis toujours. Et donc les patients à risque, bien entendu, qui ont des anticoagulants, des antiagrégants, qui sont de fréquence croissante aujourd'hui dans nos clientèles, eh bien, sont éventuellement des bons candidats à cela. Alors qui dit laser, dit pas laser, dit il y a différentes longueurs d'onde. Et j'en prendrai que deux qui nous vont nous intéresser aujourd'hui. Celle qui est dans le vert, qui est le green light, qui porte bien son nom, il y a un peu de marketing derrière. Voilà, vous avez le KTP qui est ici, et vous avez ici l'holmium. Il y a bien sûr diode, il y a bien sûr thulium, mais les données de la littérature sont assez pauvres pour le thulium, et les données du diode sont un peu mauvaises en termes de sécurité, parce qu'il coagule très profondément, et donc responsable d'une certaine morbidité qui fait qu'il n'est pas utilisé. Alors, je vous présenterai les grandes lignes de deux techniques. Une que je pratique au quotidien, et je n'en fais qu'une, c'est le laser green light. Donc, il y a un petit conflit, je vous demanderai de donner donc, la petite correction qu'il faut. Quand je dis des compliments sur le green light, et si j'en dis moins sur l'holmium, vous pourrez dire qu'il y a peut-être un lien d'intérêt, et il est sans doute réel. Mais on pourra en discuter tout à l'heure. Le laser green light XPS 180 watts, qu'est-ce que c'est? C'est de la vaporisation à haute température. En sortie de fibre, on dit qu'il y a près de 1000 degrés en sortie de fibre, sur une très courte distance. Le tissu est vaporisé, l'hémostase est faite en même temps. C'est le principe. L'holmium, lui, c'est de l'énucléation, c'est de la découpe au laser. Vous faites un trait dans un tissu qui saigne et ça ne saigne pas. Donc vous pouvez faire de l'énucléation comme on fait en voie ouverte chirurgicale. Est-ce que c'est récent? Ben non, regardez Malek, Mayo Clinic 2003. Ça, c'est dans le green light, les premiers modèles, parce qu'il y a eu plusieurs évolutions dans la machine. Et Gilling en 95, donc c'est d'il y a déjà 20 ans.
Alors vous me direz, c'est bizarre parce que ça date depuis longtemps et pourtant on n'en a pas beaucoup parlé. Donc ça n'est pas si bien que ça, comme le veut le bon sens commun. Eh bien, regardez ici, c'est important parce qu'on va le voir, il faut bien regarder de quoi on parle. Les techniques, en particulier pour le green light, ont évolué de 80, puis 120 et maintenant 180 watts. C'est différent. Pourquoi? Parce que essentiellement, ça va plus vite. Les capacités de démonstration sont les mêmes. Et c'est à usage, des fibres à usage unique qui en fait le coup, puisque ce n'est pas remboursé au jour d'aujourd'hui, et c'est uniquement utilisable pour le traitement de l'adénome. En revanche, vous voyez ici à droite, dans la colonne holmium, l'holmium est intéressant parce que c'est des fibres qui ne sont pas à usage unique, elles sont restérilisables, et d'autre part, elles sont utilisables aussi pour les calculs. Et comme vous le savez, la chirurgie du calcul, la chirurgie endoscopique du calcul, utilise beaucoup les lasers, et donc évidemment c'est intéressant d'un point de vue économique. Voilà. D'autre part, quand vous faites de l'inoculation, c'est comme une anémectomie. Il vous reste un spécimen, c'est-à-dire du tissu analysé à l'anapate. Quand vous faites de la vaporisation, il n'y a plus rien. C'est passe dans le circuit d'eau lors de l'intervention. Donc vous n'avez pas d'anapate. Le laser green light, un générateur, une fibre, un tir latéral. Donc ça, c'est effectivement du point de vue de l'équipement endoscopique à peu près pareil. Mais effectivement, au niveau de la gestuelle, c'est assez différent. Le contrôle échographique endorectal est optionnel. Le contrôle échographique endorectal, qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir après sur une vidéo que je vais vous montrer. C'est une petite touche bretonne dans le monde du laser et je vous en montrerai le pourquoi des choses, mais ce n'est qu'optionnel. Voilà ce qu'on veut voir ici. Vous voyez sur la diapositive de droite, en bas de la diapositive, voilà ce qu'on fait avec un 180 watts, pardonnez-moi. Un 180 watts, on fait un trou et une zone de coagulation d'1 millimètre, comme vous voyez sur le schéma du haut. Donc en fait, ça coagule très peu profond, mais très efficace. Voilà ce qu'on peut dire. La vidéo est assez démonstrative. Alors, ça c'est un petit appoint, puisque quand on tire avec un laser dans du tissu, on ne sait pas exactement où ça va en profondeur. Et donc ça m'inquiétait au début, pour tout vous dire. Parce que quand on a commencé, c'est dans les années 2007, en fait, très peu d'équipes faisaient cela en réalité. Et donc au fond, les machines se sont améliorées en cours de route. Et donc au fond, au départ, il n'y avait pas beaucoup à se référer. Donc la prudence était nécessaire, parce qu'on disait que le laser, c'est quand même un bistouri optique qui va peut-être loin en profondeur, même si les études animales disaient que ce n'est pas le cas. J'en étais pas si sûr, et donc la prudence s'imposait, d'où l'échographie. Voilà une vidéo qui peut-être parlera mieux. Excusez-moi, voilà, j'y arrive. Voilà. Là, c'est un adénome qui n'est pas contestable au niveau de son volume. Est-ce que c'est bon? Je clique. C'est parti. Voilà, donc un volume des adénomes prostatiques. Donc, là, vous avez une coupe transversale. La sonde d'échographie endorectale, nous, on l'utilise facilement parce que les curie-thérapies que l'on fait utilisent ce contrôle. Donc, c'est assez commun. On met ça sous le champ opératoire, on met les champs par-dessus et on peut la contrôler à travers le champ en tournant la sonde d'un quart de tour. Voilà, l'effet est assez manifeste pour ceux d'entre vous, ceux qui connaissent, je m'en excuse, ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant de voir l'effet du laser. Et vous voyez en échographie, vous voyez ça. C'est-à-dire qu'en temps réel, effectivement, vous voyez sur un écran ce que vous faites en endoscopie, et sur l'autre, vous voyez ce que vous faites en échographie. Et comme la zone de transition, l'adénome, est bien visible en échographie, eh bien, c'est intéressant de voir la progression et donc de s'assurer qu'à la fin de l'intervention, eh bien, vous avez enlevé l'adénome. C'est la diapositive suivante qui va arriver après et qui vous montrera, ou je ne sais pas si vous la voyez là, c'est-à-dire que ici, vous voyez la cavité, quand l'adénome a été enlevé, eh bien, l'intervention est finie. L'intervention, en fait, on la fait comme on veut. C'est un peu comme la résection endoscopique. Vous la faites en commençant en haut, en bas, à droite, à gauche. L'essentiel, c'est d'arriver à avoir enlevé l'adénome. Donc, classiquement, on fait un chenal central pour se faire de la place, avoir une bonne qualité visuelle d'irrigation. Et ensuite, on va vaporiser par une tranchée médiane à 6 heures et on remonte sur les lobes latéraux et on finit à l'apex à faible puissance parce qu'on est proche du sphincter. Voilà, ça, c'est pas rien de particulier. Et puis, ici, une méta-analyse sur des données du Greenlight 120 watts, ce n'est plus le modèle actuel. Mais cette méta-analyse, elle est là pour comparer le green light avec la résection. Et qu'est-ce qu'elle dit? Que tout est mieux quand c'est vert. Voyez, donc le green light est mieux sur les transfusions, il est mieux sur le sondage, l'hospitalisation, bien sûr, ça c'est le moins. Il est moins bien sur la durée. Et avec le 120 watts, il est moins bien pour le risque de réopération. Donc comme si le green light, évidemment, 120 watts, fait moins bien parce qu'il est moins complet. Voilà ce qu'on a sur l'ancien modèle, qui n'est plus celui-là. Alors, il fallait se reporter il y a peu de choses dans la littérature avec du recul. Nous avons un peu de recul sur le 180 watts. Et notre étude, eh bien, je vais vous la résumer très simplement. Regardez ici, c'est une série de 174 patients. Il faut regarder que cette colonne à gauche, avec ici un volume prostatique de 72 cc. À peu près pas mal de gens sous anti-agrégants anticoagulants, ce qui correspond au recrutement actuel. Voilà. Qu'est-ce que vous avez en durée opératoire? C'est plus long qu'une résection. 72 cc de volume moyen, 85 minutes.
et une énergie délivrée qui est d'environ 5600 joules par gramme. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais en réalité, c'est un signe du caractère complet du traitement. On pourra en discuter. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. Et ce qui a frappé tout le monde, dès le départ, c'est qu'entre J1 et J2, 96% des gens ont l'ablation de la sonde, donc 90% à J1. À J2, plus 6%, 96%. Et la sortie, vous voyez, c'est qu'à J1, 70% des gens sont sortis le lendemain de l'intervention, et à 88% à J1 plus J2. Je devrais corriger ça maintenant, car maintenant, l'ambulatoire qui représente à peu près 40 à 50% des gestes que nous faisons pour cette opération, les gens sortent le soir avec la sonde. Donc finalement, c'est un grand changement. Alors, un petit mot sur les complications indispensables. Bien sûr, et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Rien, sauf que ça saigne moins qu'une résection. Vous voyez, TURP syndrome, il n'y en a pas parce que c'est du sérum salé. Prostatite, transfusion, c'est à la marge parce qu'il y a quelques patients anticoagulés quand même. Ça peut arriver de temps en temps. Et pour le reste, pas plus de sclérose du col, pas plus de sténose de l'urètre. Incontinence provisoire, 2 cas. Un qui est resté avec une incontinence modérée, avec un an de recul, et assez peu de réhospitalisation. Et les résultats fonctionnels, il faut me croire, je ne vais pas passer le détail, l'IPSS, le débit maximum, quel que soit le délai, jusqu'à 12 mois, c'est la même chose qu'une résection. Voilà, on a les mêmes résultats. Et si l'on compare l'évolution du PSA, vous voyez, vous avez ici la série totale, 5,3 de PSA moyen avant l'intervention, 2,3 ici, en gros, moins 56 ou moins 52% si on comprend le volume ou le PSA. Donc ça marche. Alors je vais passer sur deux études qui donnent les mêmes résultats. Il y en a assez peu, parce qu'elles n'ont pas de recul, la plupart. Vous voyez, nous sommes situons dans les mêmes résultats que ce qui est publié. Donc je passerai là-dessus. Juste pour dire que la dernière, c'est l'étude randomisée dite Goliath, qui, elle, montre quoi randomisée par rapport à une résection, prostate de moins de 100 cc, et qui dit quoi? Finalement, qu'il n'y a pas de différence sur les résultats fonctionnels, et qu'il y a moins de complications, qu'il y a moins de saignements, et des durées de sondage plus courtes et d'hospitalisation plus courtes. Donc, le résultat est là, c'est une étude randomisée avec le 180 watts, c'est la seule qui existe pour l'instant avec 2 ans de recul. L'apprentissage, on pourra en parler tout à l'heure, peut-être dans la discussion, il est assez facile, et je passerai sur cette diapo. Alors, le challenger, c'est l'holmium. L'holmium, je n'en ai pas d'expérience personnelle, mais je m'y suis intéressé beaucoup, surtout au début, en disant qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'holmium, ça fait de l'énucléation, et quand vous avez découpé les petits bouts, comme vous voyez là-haut, il faut aller les morceler pour les enlever. Donc il faut un laser, mais aussi un morcellateur. Et donc ça, c'est dans le coût, il faut tenir compte de cette machine qui coûte la bagatelle de 40 000 euros supplémentaires, en plus du générateur. Là, c'est assez simple. Encore une fois, on se compare à quoi? Pour les petites prostates, à la résection. Pour les grosses prostates, à l'adénomectomie. Eh bien, les études randomisées, pour répondre, regardez les petits P. Alors, vous avez ici le paramètre, durée de séjour, durée de sondage, le tissu enlevé, le temps opératoire. Si vous prenez durée de sondage, durée de séjour et temps opératoire, qu'est-ce qui est mieux? OLEP est là, TURP est là, la résection. Les 3 études, pareil. Eh bien, tout est mieux en termes de durée de sondage et d'hospitalisation pour l'holmium, donc le laser. Et pour le temps opératoire, tout est plus long pour le laser. Voilà ce qu'on peut. C'est une façon de conclure. C'est qu'en faisant du laser, c'est toujours plus lent qu'un geste traditionnel. Néanmoins, tout est mieux, ça saigne moins. Et donc, sur tous ces paramètres, vous avez gagné. Est-ce que vous avez gagné en court terme, mais aussi en long terme? Car on pourrait dire, vous avez gagné très bien, M. Fournier, bravo, les urologues, mais si dans 10 ans, il faut réopérer la moitié des gens, vous n'aurez pas gagné. Alors, les études... Alors, ça, c'est l'adénomectomie, pardon, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, ça dure plus longtemps en moyenne, ça saigne moins, on est moins sondé qu'une adénomectomie traditionnelle. Le long terme, 3 études le montrent, et vous voyez, celles-là, elles sont longues. Vous voyez, pour le green light, 2 ans de recul au maximum, dans la version la plus récente, la plus aboutie. Ici, on a plus de 10 ans. C'est normal, Gilling avait décrit ça en 1995, on est loin maintenant. Donc ça se maintient dans le temps. Pour l'holmium, c'est clair. Pour le green light, on verra. La méta-analyse ici, holmium, R2P monopolaire, eh bien là, regardez, tout est vert, ou presque, sauf la durée opératoire. Donc tout est un avantage à l'holmium par rapport à la RTU. Voilà. Alors, franchement, quand on voit ça, on se dit, moi, je vais apprendre l'holmium. Parce que le green light, finalement, vous n'êtes pas sûr de votre coût, et donc on dit, on va peut-être prendre l'holmium parce qu'il y a du résultat à long terme, etc. Et c'est la question que je me suis posée. Et je me suis renseigné, et à l'époque, c'était en 2007, je suis allé même à des conférences ou des rencontres d'utilisateurs d'holmium, et j'entendais la même chose. Dans tous les endroits où ça s'est développé, ça ne s'est développé que dans quelques centres experts qui font, et les autres ne font pas. Tous ceux qui ont essayé ont arrêté. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile techniquement. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Donc moi, j'ai mis de côté, je ne suis pas allé chercher la difficulté, partant aussi du principe qu'une technique en France, qui est le pain quotidien du urologue, l'HBP, si on commençait à dire qu'il fallait la faire dans ces centres experts, je craignais que de toute façon,
ça ne puisse pas être transféré, on ne puisse pas transférer tous les malades, sachant que c'est le pain quotidien du urologue, tout le monde ne va pas amener ça au centre d'à côté. Donc il fallait une technique utilisable par tout le monde. Alors regardez, qu'est-ce qu'on dit de la courbe d'apprentissage, les études? Au moins 20 cas, au moins 50, pratique régulière, plus de 50-60, plus de 20 cas. Ici, alors celle-là est intéressante, très récente, française. 9 centres commencent en disant on va voir combien de temps il faut pour arriver à avoir 4 procédures sans incident consécutifs. Eh bien, 9 centres ont débuté, 5 à la fin restent, 4 ont abandonné assez vite. Ce n'est pas une réponse définitive, parce qu'on va peut-être abandonner, il faut persévérer davantage, peut-être être mieux encadré au démarrage. Mais l'accompagnement par le senior, en tout cas, il est donné comme étant une règle absolue dans cette technique. Et puis, vous avez une photo de simulateur qui existe. Bon, le simulateur, ça peut être l'objet de discussion aussi. Alors, je voulais faire un focus pour finir sur 3 choses. L'HBP par laser pour les patients à risque hémorragique, puisque c'est quand même l'indication reine. La procédure ambulatoire à la française, c'est-à-dire moins de 12 heures à l'hôpital. Et les volumineuses HBP pour vous donner mon sentiment. Quand on a un gros adénome de plus de 100 cc, qu'est-ce qu'il faut faire au vu de ce qu'on sait? Mon sentiment, ce n'est que subjectif. Eh bien, ici, vous voyez, pour les patients à risque, quand vous prenez l'holmium, transfusion, une série de 8% de cas transfusés, et puis une étude comparative qui dit qu'il n'y a pas de différence. Avec ça, vous n'allez pas être aidé. Et pour le green light, pas de transfusion, c'est la majorité des cas, mais il y en a quelques-unes de temps en temps quand vous avez des AVK. Et par contre, on ne sait pas s'il faut maintenir les anticoagulants, les AVK, pendant l'intervention, ou s'il faut switcher en HBPM, comme on fait pour d'autres gestes. Au jour d'aujourd'hui, il est recommandé plutôt de switcher en attendant d'avoir des études complémentaires qui manquent. On n'a pas les études pour répondre. L'ambulatoire, je vous en ai dit un mot, ça c'était toute petite série, qu'est-ce qu'elles disent? Ce que tout le monde a observé, et ce que tout le monde fait déjà pour les centres qui font le green light, en France c'est plus de 150 centres, hein, c'est beaucoup, eh bien le green light, c'est que ça marche très bien en ambulatoire, et le taux de retour est faible, le taux de complication est faible, et que ce qui nous manque, c'est de savoir si les résultats à long terme de l'ambulatoire sont les mêmes que ceux qui sont faits en hospitalisation. L'idée étant que le chirurgien pourrait retenir un peu sa main en disant je ne vais pas aller trop loin parce que ça peut saigner, je ne sais pas. Pour l'holmium, très peu de cas, l'holmium réputé un peu plus hémorragique, eh bien vous voyez, il n'y a qu'une série de 30 patients où on donne des bons résultats ici, avec des complications dans 66% des cas, il ne faut pas en être effrayé, ça dépend de ce qu'on considère comme complication. Voilà. Et pour finir, l'adénomectomie a-t-elle encore une place? Eh bien, avec l'holmium, si vous savez faire, vous avez le recul qui vous dit ça marche bien. C'est comme une adénomectomie chirurgicale, mais faite par voie endoscopique. Et si vous avez un laser, la question est de dire que si vous faites une adénomectomie pour un adénome de la prostate de plus de 120 cc, il faut que vous soyez extrêmement courageux pour aller au bout. Je fais partie de cette catégorie car c'est très long. Et donc, évidemment, si votre patient est à 62 ans, en pleine forme, tout mince, sans comorbidité, vous allez garder le traitement classique, c'est mon sentiment, et je lui ferai moi en célioscopie, l'adénomectomie, puisque ça saigne très peu. En revanche, s'il est multi-opéré, obèse, diabétique, etc., avec plein de complications, franchement, vous irez au laser, green light, c'est sûr, parce que là, vous êtes sûr de faire, même si c'est un peu moins complet. Voilà. En conclusion, je voulais dire simplement que vous voyez que ce n'est pas une mode, et que si on résume, le laser, il est déjà en place pour l'adénome prostatique de taille moyenne. Il est là aussi en première attention pour les adénomes chez des patients à risque hémorragique. Les grosses prostates, c'est encore trop long à mon avis. Il peut y avoir des améliorations techniques, il y en a eu déjà dans les dernières années. Et donc la question, c'est effectivement de savoir quelle place pour les gros adénomes chez les patients en pleine forme. Il y a encore le problème des coûts, l'ambulatoire, on en a parlé. Tout ça, bien entendu, peut être l'objet de discussions maintenant. Et voyez, un peu provocateur, le laser est au zénith. La résection et l'adénomectomie que j'ai appris au début de mon cursus, peut-être qu'arrivé à la retraite dans 8 ans ou 9 ans, eh bien, ça aura disparu et qu'on sera dans l'ère des lasers. Voilà. Merci de votre attention. Merci Georges. On va donner la parole à notre commentateur, Bertrand Doré. Bien, Georges a parfaitement bien décrit les deux types de techniques qui actuellement semblent émerger. Il y a quand même deux petites choses que je voudrais ajouter. La première, c'est que le nombre d'adénomes d'hypertrophie bénigne de prostate que nous avons à opérer a considérablement diminué grâce aux alpha bloquants, et d'une. La deuxième chose, c'est que dans le choix de la technique, il y a au départ, je pense, une philosophie. Et Georges vous l'a bien montré. Il a eu au démarrage la possibilité d'étudier le HOLEP ou le green light.
C'est vrai que les deux ont un apport considérable, mais que le green light a un apprentissage beaucoup plus facile apparemment pour les chirurgiens urologues que nous sommes, où nous avons l'habitude de l'endoscopie. Alors que le HoLEP, malgré cette habitude de l'endoscopie, nécessite un apprentissage particulier parce qu'il faut retrouver le plan de clivage par en dessous, ce que faisait le doigt en adénomectomie par voie haute, il faut bien le dire, à l'aveugle. Donc voilà en gros les deux choix qui s'opposent sur le choix de la technique. Mais dans les résultats, il vous a bien montré que indéniablement ça saigne moins, qu'on a moins de durée de sondage, on a donc moins d'infections. Il y a beaucoup d'avantages à cette chirurgie moderne de la prise en charge de l'hypertrophie bénigne de prostate. Alors pour donner une conclusion, actuellement c'est extrêmement difficile et Georges vous l'a bien montré. J'aurais une question à lui poser. Est-ce que en ayant la possibilité de choisir l'une ou l'autre technique, ou en maîtrisant d'ailleurs les deux techniques, on ne pourrait pas appliquer l'une pour des adénomes qui sont de relativement petite taille et l'autre, le HoLEP, pour des adénomes qui sont plus volumineux, qui nécessiteront une morcellation effectivement plus importante, mais qui permettraient d'avoir les mêmes résultats à long terme que ceux que nous obtenions avec la chirurgie classique, l'adénomectomie voie haute pour les gros adénomes, dont on sait qu'avec le recul du temps, ces malades-là étaient exceptionnellement retouchés, entre guillemets. Ils vont très bien. À 30 ans, ils vont très bien. Ou 20 ans, ils vont très bien. Nous n'avons pas ce recul sur le green light. Est-ce qu'on l'aurait un peu plus sur le LEP? Je ne sais pas. C'est la question que je lui poserai. Cela dit, ces deux techniques sont amenées à se développer de façon extrêmement importante. Pour le LEP, il est sûr qu'il faut un apprentissage, mais finalement, en chirurgie, quelles que soient les disciplines et quelle que soit la technique, nous sommes tous passés par un apprentissage. Donc cette question de l'apprentissage, 30 interventions ou 50 interventions, c'est une question d'éducation au moment de la formation initiale de l'interne. Je crois que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de le bien apprendre, de prendre son temps pour l'enseigner. Et avec ça, que ce soit le green light ou a fortiori le LEP, on doit pouvoir arriver à des résultats tout à fait satisfaisants. Merci. Monsieur Leduc, pionnier dans l'holmium, il y a fort longtemps. Ouais. J'ai une longue expérience du laser, ça a commencé en 70 avec Camet à Foch. On avait dans les mains un laser nul, minable, qui avait tous les défauts inimaginables, qui n'était même pas convergent. Et on a conclu que ça ne servait à rien, ni pour les néphrectomies partielles, ni pour la prostate. Et l'association européenne nous a donné le prix scientifique pour ce travail à conclusion négative. Ensuite, du fait de ses antécédents, la maison Candela, qui est une maison américaine, qui fabriquait l'holmium, m'a demandé de tester un holmium. À l'époque, c'était 60 watts. J'ai démontré en faisant une échographie transrectale qu'avec 60 watts, on ne pouvait pas énucléer un adénome et qu'il fallait monter la puissance. On m'a demandé de venir à Palo Alto, de rencontrer les ingénieurs pour expliquer mon point de vue. Et là, à ma grande surprise, j'ai découvert que les ingénieurs dont la fonction principale était de fabriquer des lasers médicaux n'avaient jamais mis les pieds en salle d'opération et n'avaient jamais vu fonctionner. Alors, en plaisantant, j'ai dit, écoutez, venez à l'hôpital Saint-Louis. Je venais d'arriver à Saint-Louis. Venez voir à l'hôpital Saint-Louis. Eh bien, les deux ingénieurs sont venus de Palo Alto à Saint-Louis pour voir et constater que leur laser, 60 watts, était totalement insuffisant. C'est pour vous dire que la coopération entre des ingénieurs biomédicaux et les cliniciens est faible, pour ne pas dire nulle, dans beaucoup de cas. Je leur ai dit, il faut monter à 80 watts, au moins. Et ils m'ont dit, this could be very dangerous. We disagree. Et ils sont repartis avec cette idée que passer à 80 watts, ça va être... Alors ils m'ont expliqué leur point de vue. Ils disaient, c'est pas possible. Maintenant, vous avez vu, on travaille à 120, 140, 150, et it's not dangerous at all. Donc,
Oui, oui, je voulais vous raconter cette affaire. Et puis dire que l'énucléation au holmium, même avec un nombre de watts suffisant, est une intervention difficile, à ne pas mettre entre toutes les mains, je peux vous le dire, et que le green light est effectivement beaucoup plus facile. Et je ne vois pas pourquoi on pousserait les chirurgiens à faire des interventions complexes d'énucléation, alors que vous avez maintenant du green watt à 180. Si j'étais jeune et si je recommençais ma carrière, bien sûr, je n'irais pas me fourvoyer dans l'énucléation à l'holmium, même avec une forte puissance. Dernière chose, ça saigne. Qu'est-ce que c'est que cette blague de dire que le laser ne saigne pas? Même c'est une plaisanterie chez les internes en disant le duc fait du laser parce qu'il est en relation étroite avec le centre de transfusion sanguine. Et c'est vrai que ça saigne. Le patient sort avec des urines claires, formidables, des urines claires, eau de roche. Et puis, dans la nuit ou le lendemain, ça commence à saigner. Et ce saignement différé, je n'ai jamais pu en comprendre la raison. Et toutes les équipes comme Peter Gillin, qui était devenu un grand ami, et on travaillait ensemble, me dit, dans ses publications, ne parlez pas de saignement. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute Peter, je veux bien... Bon, on fait la même chose, et chez moi ça saigne. Alors explique-moi pourquoi tu ne saignes pas. Il me dit, ouais, ça saigne quand même un peu. Hein. Je dis, bah mets-le dans tes publications. Alors il y a tout ça, quoi. C'est amusant. Oui, non, c'était pour signaler, le laser en urologie est aussi une bonne image pour les études multicentriques qu'on a fait, parce que Alain s'en souvient, au moment des années 2000, l'AFU avait organisé, comme elle avait fait pour la lithotricie, comme elle avait fait pour l'hyperthermie. 1994. C'est même 94, ça, encore plus loin. En 94, il y avait une vingtaine de centres qui ont fait et comparé tous les lasers qui existaient à l'époque. Et la conclusion de l'Association française d'urologie a été de dire, aux puissances qu'on nous donne à ce moment-là, le laser n'a pas d'intérêt et tout le monde a abandonné le laser à ce moment-là. Et c'était pour dire, que, comme l'a dit Alain, de temps en temps, il ne faut pas hésiter de dire qu'une technique ne marche pas, et que deux, c'est pas parce qu'elle ne marche pas à un moment donné qu'il n'y a pas une amélioration de la technique après. Et c'est vrai que maintenant, les conclusions de 94 sont totalement obsolètes, mais le temps reste la même chose qui était également vue. Je rajouterais juste à ce que tu viens de dire que tous les 20 sources de laser n'étaient pas équivalentes, que certaines quand même étaient au-dessus du panier et avaient des résultats similaires à ceux que Georges Fournier a présentés. À l'époque, le frein de développement était, pour ces lasers efficaces, était le coût des fibres, et nous étions dans une période financièrement assez faste. Et donc, quand on entend Georges nous dire la fibre n'est toujours pas remboursée, on peut se poser la question, même si on a un outil très efficace, du développement de la technique. Ça, c'était un premier commentaire, et peut-être une réponse, si tu en as une. Et le deuxième commentaire, vous allez me dire que je suis obsédé par l'Allemagne, hein, mais au congrès qui s'appelle Challenge in Endourology, j'ai rencontré une collègue allemande qui fait 350 énucléations de prostate par an. À la limite, j'ai discuté avec elle, elle ne fait que ça. Et c'était pour répondre à ce que tu disais. Évidemment, on ne va pas faire des centres ultra spécialisés, mais elle est ultra spécialisée, elle fait très bien, et les gens convergent vers ce centre-là. Elle ne traite pas tous les adénomes de prostate méritant un traitement chirurgical, mais ceux pour lesquels l'indication est vraiment précise, parce que différentes comorbidités, parce que volume de prostate. Et je pense que quand même, il faut savoir non seulement déléguer, mais il faut savoir aussi faire confiance à certains collègues qui ont une expérience importante. Oui. Je voulais juste faire un commentaire, parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, je n'ai pas répondu. La première, je commence par la dernière, c'est le coût. Pourquoi les directeurs d'établissement autorisent à payer 750 € la fibre non remboursée? C'est considérable. Pour une raison simple, c'est que tous ceux qui ont fait ça, en gros, un urologue qui est bien dans sa clientèle, il fait plus de 100 adénomes par an. Il remplit son service beaucoup avec ça, avec les décaillotages, les sondes, enfin pas tout le temps, enfin la RTU ça saigne, on ne peut pas l'enlever, ça reste une réalité. Et quand vous passez à ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les patients sortent.
à toute vitesse quand ils sont hospitalisés. Parce qu'ambulatoire, on peut arriver jusqu'à la moitié des cas en clientèle de ville classique. Si vous êtes un peu en Bretagne avec beaucoup d'anticoagulants au fin fond de la campagne, peut-être que là, vous aurez une clientèle où il y aura plus d'anticoagulés ou plus à risque. Mais en vrai, ça a tout changé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain degré de réduction de durée de séjour, vous fermez des lits. Et si vous avez 26 lits, vous n'en avez plus que 16. Et comme par hasard, 16 lits, ça fait plus que 2 infirmières au lieu d'une. Au lieu de 3, pardon. Quand vous aviez 26, vous enlevez une infirmière, vous comptez ce que ça coûte par an, et vous avez la réponse. Vous remplacez pas les départs en retraite. Les services sont comme ça, et je peux vous dire, interroger quelques collègues de cliniques privées qui ont fait cette expérience, mais comme on l'a fait nous au début, c'est-à-dire en disant si le laser est bien pour les patients à risque, il va donc être mieux pour les patients sans risque. Ça va réduire la durée de sondage, de l'hospitalisation. C'était ça le raisonnement. C'est pour ça que nous on est parti en 2008, tout le monde a le laser. La résection, la adénectomie, c'est terminé. Donc c'est une histoire ancienne dont je vous parle, ça date pas de l'année dernière. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Les DMS, les IP DMS, comme on dit maintenant, sont tombés. On peut prendre comme on veut le classement des hôpitaux, regardez la durée de séjour de Brest sur l'HBP, vous aurez la plus courte de France, c'est normal, puisque les gens sont ou en ambulatoire ou sortent le lendemain dans 90% des cas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le directeur gagne en réduisant sa surface de lit. S'il a des lits vides et qu'il ne peut pas les fermer, c'est un vrai problème, là il ne va pas vous aider. En revanche, effectivement, s'il ferme des lits et qu'il licencie, enfin, ou qu'il reconvertit du personnel, je ne sais pas comment il fait, eh bien du coup il va trouver un avantage. C'est pour ça que ça tient encore. Sinon, tout le monde aurait arrêté, hein, parce que les établissements ne peuvent pas encaisser 700 fibres multipliées, enfin 100 fibres multipliées par 700 € par an. Ça, c'est pour le coup. Voilà. Oui, de façon très, très brève, parce que le temps est compté. Le GACS est maintenant le même en chirurgie ambulatoire pour cette chirurgie de prostate ou en hospitalisation traditionnelle. Faites vos comptes. Il vaut mieux traiter en ambulatoire. Le laser est le seul traitement qui permet l'ambulatoire. Deuxième très brève remarque. Le dernier simulateur, Symbionics, qui est une société qui est spécialisée dans les simulateurs, apprend maintenant à faire la procédure OLEP d'une façon saisissante. On a l'impression que c'est véritablement la réalité, donc ça rejoint la réflexion sur l'apprentissage. Demain, nos internes auront tous en face d'eux un simulateur de procédure, ils choisiront la procédure à apprendre. Une petite question de Béotien par rapport à l'absence de fragments pour une analyse histologique. Est-ce que ça vous pose des problèmes ou est-ce que votre bilan opératoire ou préopératoire vous permet de dépister les cas qui ne pourront pas être éligibles pour le laser? Oui, ça c'est une question importante. La littérature ne l'explique pas très bien. Schématiquement, elle dit aujourd'hui que si vous faites des analyses anapathes de vos résections, vous avez entre 3 et 6% de gens qui ont des cancers ou des fragments, des foyers de cancer. Dans la majorité, sont non significatifs en vérité, hein, mais donc en fait, on sait qu'on les oublie ceux-là. Donc on fait attention bien sûr au bilan préopératoire qui s'est renforcé par l'apport des IRM maintenant. Donc le bilan préopératoire est un peu plus stringent qu'avant. Et d'autre part, les patients sont suivis. Et donc vous pouvez avoir un cancer de prostate que vous découvrez 3-4 ans après. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ça complique le traitement chirurgical, par exemple, de rattrapage? La réponse est non. Hein. Enfin, sur ceux qui l'ont fait, moi il m'est arrivé de le faire une fois. Franchement, la procédure était la même. On n'est pas comme après résection, c'est plus ou moins difficile, mais ça n'est pas une contre-indication. Donc on peut dire qu'effectivement, ça pose ce problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces patients à qui on trouve des petits foyers de cancer en 2015? Et quand on regarde, c'est pas beaucoup en fait. Voilà. Donc on ne fait pas beaucoup de choses. On a plutôt tendance peut-être à les surveiller. Donc je ne crois pas que ce soit un gros problème.